Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé dans le cadre du programme Maîtriser ma gestion financière du dispositif Ambition Région. Je vais bientôt laisser la parole à Yann Pinardi qui va l'animer. Euh, Avant toute chose, je voulais juste revenir sur quelques éléments. Alors, excusez-moi, je vois que mon écran est figé. Voilà. Quelques éléments. D'abord, expliquer que le programme, Maîtriser la gestion financière, il tient lieu dans le cadre de l'offre économique qui est proposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est composée à la fois de programmes d'accompagnement collectif et individuel sous le label Ambition en région, vous voyez en gauche sur le slide, et puis également d'aide et d'appui et de solutions financières qui sont proposées par la région. Au total, il y a 12 programmes d'accompagnement collectif et individuel sur les thématiques que vous pouvez voir à l'écran, la création de capital humain, la performance globale. Je vais aller plus en détail. Les parcours d'accompagnement collectif et individuel sont les suivants. Ceux qui apparaissent en bleu sur votre écran, à moins qu'ils ne soient monochromes, mais ça, normalement, ce n'est pas le cas à cette époque, sont ceux qui sont portés par par la CPME Auvergne-Rhône-Alpes, notamment la transmission cession d'entreprise qui se fait en toute confidentialité, les projets d'acquisition à travers le programme Réussir ma croissance externe, celui sur la gestion financière, bien entendu, je vais revenir dessus. Et puis, depuis un an, nous sommes également porteurs d'un programme sur l'accompagnement des entreprises pour faire face aux cybermenaces. Voilà. Ce n'est pas un petit mot, puisque c'est fois 400% des attaques en moins d'un an pour les PME du territoire. Juste pour rappeler le programme sur la gestion financière, l'idée, c'est de faire monter en compétences l'équipe dirigeante sur le volet de la gestion financière à travers du temps en formation et de l'accompagnement individuel qui va permettre de regarder les indicateurs de pilotage, de les adapter aux objectifs stratégiques de l'entreprise. Et comme vous avez fait monter en compétence grâce à la formation, vous serez encore plus armé pour bien analyser ces indicateurs et prendre les bonnes décisions par rapport aux objectifs stratégiques que vous êtes fixés. Il y a deux formats. Un format long, celui que je viens de décrire, mais il y a également la possibilité de faire un format court ou de le faire en complément pour travailler sur une thématique particulière, par exemple la gestion du post-client, le business plan ou la mise à jour des outils de pilotage. Par exemple, l'ensemble de ces programmes est pris en charge à 70% par la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'entreprise ne paye que le reste à charge. Elle n'a pas besoin d'avancer le coût total. Donc, c'est quand même une aide précieuse. Voilà, c'est un petit schéma qui récapitule un petit peu le déroulement des programmes. Et vous voyez en jaune au milieu, il y a marqué module e-learning et accès permanent au webinaire, le webinaire qu'on ouvre à tous aujourd'hui notamment. Et le module e-learning, je vais vous en parler un petit peu, puisque c'est qu'on fasse un programme long ou un programme court. On a accès à un module e-learning qui est basé sur une technologie qui s'appelle l'ancrage mémoriel. L'idée, c'est qu'on répète les questions, mais de manière à s'assurer que la personne a bien compris et a bien assimilé les compétences clés, qui va permettre de travailler sur les mécanismes élémentaires et les leviers de la performance de l'entreprise. Et ce module e-learning, il est accessible à l'entreprise à partir du moment où elle s'inscrit sur l'un des programmes, le long et le court, mais elle peut en faire aussi bénéficier certains de ses collaborateurs. Tout ça, ça ne pose pas de coûts complémentaires. On est heureux de le partager aux entreprises. Ça a été développé par la société Winos, qui est également celle qui s'occupe d'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, dont le projet Voltaire, qui est porté par l'Éducation nationale. Et à venir, voilà, quelques informations. On organise des programmes courts de manière régulière. Le prochain à venir, c'est pour mettre à jour les outils de pilotage. Donc, il y a un séminaire en visio qui a lieu les 11 et 15 juin, c'est 2 demi-journées, et puis un accompagnement de 2 demi-journées par un consultant expert référencé. Et puis, on a programmé déjà un prochain collectif à partir du 11 juin également sur le volet long. Et pareil, accompagnement à la carte, là sur une durée plus longue, puisqu'il s'agit du programme long, mais des collectifs comme ça, on en a à peu près tous les un mois et demi pour accompagner les entreprises. Et l'accompagnement démarre tout de suite, lui, par contre, sur le volet individuel. Et tout de suite, une petite annonce du prochain prochain webinaire qui sera sur le recouvrement des créances, comment s'approprier cette démarche vertueuse pour la trésorerie et les affaires, qui sera animée cette fois-ci par Florence Annelaine. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça, Yann va pouvoir reprendre la main et je vais le laisser se présenter.
et lancer le programme. Juste un petit rappel, ça ne figurait pas parmi les slides pendant qu'Yann installe. On a également un programme d'accompagnement pour les entreprises qui rencontreraient une difficulté économique conjoncturelle, qui ne figure pas ici, mais qui est lui intégralement financé, qui permet de bénéficier jusqu'à 2 jours de consulting individuel en cas de difficulté ou d'anticipation de difficultés, perte d'un client principal, grosse problématique de trésorerie. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous pouvez m'appeler ou appeler Karine Van Hermeg, notamment à la CPM Auvergne-Rhône-Alpes, pour en bénéficier. C'est ouvert à toute entreprise qui a plus de 2 ans d'existence pour celui-ci. Je vous en prie, Yann. Bien, merci Arnaud pour cette introduction. Donc effectivement, je vais prendre le relais sur ce webinaire avec un sujet qui a été sélectionné. Il y avait plusieurs idées qui avaient été proposées et on a retenu cette thématique parce qu'il semble que l'ensemble des entreprises sont quand même en demande sur ce sujet-là d'une comptabilité de gestion. Avant de commencer, si vous voulez bien, je voudrais me présenter, que vous sachiez à qui vous avez affaire et qui anime finalement cette journée-là. Donc, en fait, l'entreprise qui est la mienne, c'est Majesco. Cette entreprise, comme vous le voyez sur votre écran, a 3 activités principalement. Une activité d'accompagnement. Alors, cette activité d'accompagnement, elle est pour des entreprises qui sont en toute phase, création, développement, difficulté. En clair, je vais dans les entreprises pour pouvoir mettre en place des tableaux de bord, une comptabilité de gestion, etc. Et donc, dans le cadre de cet accompagnement en entreprise. La deuxième activité sur laquelle j'interviens énormément, eh bien, c'est la formation. C'est une activité que j'ai de cœur, on va dire, auprès de l'Université à Lyon sur des licences, BTS comptabilité gestion ou des formations qui s'adressent aux entreprises en intra ou en inter. D'auteur pour la revue Astuces et Conseils des éditions Lefebvre. Alors, dans la démarche que nous avons à Majesco, nous sommes 2 intervenants. Il y a en fait plusieurs domaines qui sont concernés. Celui qui vous intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est la gestion finance. C'est donc cette partie-là qui se focalisera sur le webinaire d'aujourd'hui. Il y a la stratégie qui est très quand même liée à la gestion finance et qui se rapporte également au développement personnel, à la posture du dirigeant ou des salariés, donc dans le cas de coaching. Et mon associée, elle, va plus s'orienter sur une activité d'organisation qualité pour travailler sur l'amélioration continue de l'entreprise et l'absence de dysfonctionnement ou sur la communication interne-externe. Et cela au travers de 3 valeurs. Le respect, très important pour qu'on puisse vous accompagner correctement. L'implication, ceux qui me connaissent vous le diront, c'est à 200%. Et puis l'amélioration continue, qui fait aussi partie de notre façon de voir l'entreprise. Voilà, ça vous permet d'avoir déjà juste un petit débrief sur la manière dont ce webinaire va être amené et surtout les compétences que j'aimerais mettre à votre disposition pendant cette petite heure et demie. Donc, si on va directement sur le sujet qui vous est proposé, c'est la comptabilité par affaire. Alors, plusieurs questions ont été posées. J'ai mis en fond des rails de train avec une bifurcation et vous allez comprendre à plusieurs reprises pourquoi cette illustration. Parce qu'on va traiter plusieurs questions. Est-ce que vous aimeriez mettre en place une comptabilité par affaire dans votre entreprise? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand vous décidez de mettre en place cette comptabilité dite de gestion? Vous avez une comptabilité obligatoire, forcément, ou presque, on en parlera. Est-ce que c'est un bon outil de support? Oui, mais non. Alors, on aura l'occasion d'en parler. Et puis enfin, comment peut-on s'organiser pour avoir une information qui soit simple et rapide? Parce que c'est bien de mettre en place une comptabilité de gestion, mais c'est aussi énergivore. Et pour que ce soit vraiment intéressant pour l'entreprise, encore faudrait-il bien avoir l'information rapidement. Et on en parlera forcément, puisqu'à un moment donné, oui, collecter de l'information, mais comment? Il y a des logiciels dédiés ou alors le logiciel universel tableur. Et sans faire de publicité pour Excel, il y en a d'autres, mais c'est quand même la référence qui nous permet de collecter de l'information. Donc voilà la trame de ce que l'on verra au cours de ce webinaire. Alors, commençons, si vous voulez bien, par définir ce qu'est la comptabilité dite de gestion. D'abord, la comptabilité de gestion, il faut le savoir, elle n'est pas obligatoire. Il n'y a pas d'entreprise dans laquelle on va imposer d'avoir des suivis de gestion.
ce qui est parfois une problématique parce que nombre d'entreprises disent bah, « moi, j'aimerais bien quand même avoir un outil de pilotage, mais je ne sais pas comment m'y prendre ». Parce que cette comptabilité de gestion, il faut définir son objectif. La plupart du temps, bien, vous l'avez sur le slide, c'est de réaliser une étude de rentabilité par affaire. Alors, j'ai mis le mot affaire en thème de ce webinaire. Pour certains, si vous êtes dans le bâtiment, ça sera on pourra parler de chantier. Si vous êtes dans une entreprise de prestation, on pourra dire bah, c'est la rentabilité par prestation, voire par client, par service, dans une industrie. Il peut y avoir différentes façons de voir. L'objectif, c'est de quantifier le coût, la rentabilité d'une partie de votre entreprise, qu'on va appeler d'une manière générale affaire. Et en fait, ça va vous aider, une fois que vous avez mis en place cette comptabilité de gestion, à aller au cœur même de vos problématiques pour faire du pilotage. Parce qu'en fait, la comptabilité de gestion, c'est une comptabilité qui donne un retour d'information sur votre activité. Mais derrière ce retour d'information, il y a de la décision. Et c'est là tout l'intérêt de la comptabilité de gestion. Donc, quand vous regardez ce petit schéma circulaire, au centre, vous avez la comptabilité de gestion, mais vous avez quoi? Combler des attentes de pilotage pour avoir des indicateurs de pilotage, quantifier les contributeurs de marge. Vous pouvez avoir dans votre entreprise, d'une manière générale, quand même dans 99% des entreprises, vous avez plusieurs actions, plusieurs activités. Et vous pouvez, grâce à la comptabilité de gestion, définir qui est-ce qui contribue le plus à la rentabilité de votre entreprise. Encore une fois, pour ce qu'on appelle à un moment donné, dans le jargon technique, l'allocation de ressources. Savoir si vous allez mettre des moyens dans une activité en particulier, dans un chantier en particulier, dans une affaire en particulier. Ce qui nous amène au point suivant. Savoir si l'effort que vous produisez est rentable. Est-ce que lorsque vous allez vendre votre affaire, est-ce qu'au final, cette affaire vous a fait gagner de l'argent et est-ce qu'elle correspond à un effort? Parce que vous pouvez gagner de l'argent sur une affaire. Vous pouvez dire, bah, tiens, sur cette affaire, j'ai gagné 10 000 €, mais vous avez passé 2 ans de travail. La rentabilité, elle est toute relative. Il n'y a pas qu'un chiffre derrière. D'un autre côté, bah, j'ai gagné très peu sur cette affaire, donc je vais arrêter. Encore une fois, pas terrible. Pourquoi? Parce que peut-être que cette affaire que vous avez fait là, c'est pour avoir un client qui peut-être vous a pas fait gagner ce coup-ci, peut-être même que vous avez accepté de perdre de l'argent, mais à terme, c'est peut-être une affaire de référence qui vous permettra de prospecter d'autres marchés. Donc, la comptabilité de gestion, c'est factuel. Il vient vous donner un montant. Ce montant, il vous aide à piloter et vous aide, en dernier point, à définir votre offre. Est-ce que, de manière récurrente, il y a une activité sur laquelle vous n'avez pas la capacité, alors que ce soit la capacité matérielle avec l'outillage ou la capacité avec vos ressources humaines, et que vous décidez quelque part d'abandonner ou de développer, donc de définir votre offre auprès de vos clients. Voilà un petit peu le, si on peut dire, de la comptabilité de gestion. Alors, comptabilité de gestion, d'accord, ce n'est pas obligatoire. Bon, il me reste la comptabilité qu'on appelle dans le jargon la comptabilité financière. Elle est obligatoire, sauf très exceptionnellement, pour les micro-entreprises ou les auto-entrepreneurs qui n'ont pas une comptabilité officielle, telle que vous la connaissez dans les entreprises, on va dire, classiques. Quels sont les avantages? Bien, l'avantage, c'est d'abord que cette comptabilité, elle vous est imposée. Donc, vous avez un outil qui, la plupart du temps, est formaté. Alors, vous ou votre expert comptable, vous avez une collecte d'informations, encore une fois, qui est cadrée. Il n'est pas question d'oublier de comptabiliser certaines factures de vente ou d'achat. Et en plus, vous avez une présentation qui est normée et qui, au niveau national, est identique pour toutes les entreprises. Donc oui, c'est un outil à la base, mais qui comporte certains inconvénients. Les inconvénients, c'est la réglementation comptable. Par définition, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec votre comptabilité. Vous n'avez pas besoin de suivre ce webinaire pour le savoir. Et
la contrainte que vous avez derrière votre comptabilité est souvent une contrainte qui est d'origine fiscale. Il faut savoir que la comptabilité, elle n'a pas été faite pour savoir si vous gagnez de l'argent, hein. Pour vous, elle a été faite pour savoir si vous gagnez de l'argent pour l'État, parce que c'est un outil à la base de taxes. On fait des règles parce que pour imposer à tout le monde la même chose, de manière à avoir un contrôle fiscal d'une manière générale sur l'ensemble des entreprises. Du coup, l'information, elle va avoir des règles qui ne correspondent pas forcément à votre activité économique. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Et c'est là qu'on va s'inspirer de la comptabilité, mais on ne va pas aller suivre exactement ce qu'elle va vous dire. Parce que du coup, vous avez des informations qui sont, comme je vous l'ai mis dans le diaporama, super floues. J'ai fait exprès sur le jeu de mots, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas très claires. Elles ne correspondent pas forcément à votre situation actuelle. Donc, la comptabilité, l'autre inconvénient, c'est qu'on a un regard derrière. Vous regardez dans les rétroviseurs. Aujourd'hui, demain, dans les affaires que vous allez réaliser, l'information sera la même. Si vous êtes une entreprise en pleine croissance, il y a très peu de chances. Donc, encore une fois, une imperfection de cette comptabilité dite financière ou obligatoire qui, concrètement, va vous servir de base incontournable, mais qui ne doit surtout pas être utilisée telle que. Elle doit être retraitée. Alors, pour parler de la comptabilité et terminer sur cette notion comptable, peut-être lorsque vous travaillez une comptabilité de gestion, vous travaillez essentiellement avec ce qu'on appelle les comptes de gestion. Là, je suis dans le jargon comptable. Et dans les comptes de gestion, il y a des informations dont vous n'avez pas besoin pour calculer une rentabilité par affaire. Alors, lesquelles vous devez retenir? Elles sont faciles, ce sont les charges, sous-entendu hors taxe, les produits, toujours hors taxe. On raisonne sur ce que l'on gagne. En comptabilité, les charges commencent par 6, sont codifiées et commencent par 6, c'est l'avantage de la comptabilité cadrée, et les produits commencent par 7. Et dans certains de ces comptes que vous allez utiliser pour mettre en place une comptabilité de gestion, quelques-uns vous poseront des difficultés. Je vous en ai listé deux, un de charge, un de produit, la variation des stocks et les transferts de charges. Alors là, évidemment, en 1h30, je n'aurai pas le temps de vous expliquer ce qui pourrait prendre plusieurs jours. Si vous avez jusqu'à ce soir, on prendra une pause déjeuner, mais ça risque d'être un peu long. Et ce soir, ça ne sera pas terminé. Donc, sans aborder tous les points de détail, gardez en tête que vous avez effectivement quelques difficultés sur des comptes en particulier. Et dans ce cas-là, il faudra leur faire un traitement un peu spécial. Mais je vais m'en tenir là sans aller trop dans la complexité. Alors, on part de cette comptabilité. C'est notre base. Mais comment on va la modifier? Comment on va l'amener à aller jusqu'à votre comptabilité de gestion? Je voudrais vous parler quelque part de trois points. Le premier, la charge supplétive. Alors, que sont les charges supplétives? Réponse au slide suivant. On aura l'occasion de voir des détails. Les éléments non incorporables. Réponse au slide suivant. Et révision par les calculs. Alors là, petite indication, l'objectif, c'est de réajuster les montants que vous avez dans le passé, qui étaient avant, pour aller sur un coût normal. Là encore, slide suivant, pour avoir des explications complémentaires. Je vous l'ai bien vendu, on y va. Voici le slide suivant. Parlons d'abord des charges supplétives. Les charges supplétives, ce sont des charges que vous avez à supporter dans la réalité, mais qui n'ont pas le droit, l'autorisation d'être en comptabilité. Donc, si vous allez calculer vos coûts de revient, vos coûts par affaire à partir de votre comptabilité, il va vous manquer des charges parce que vous n'avez pas le droit de les mettre. Prenons un exemple, enfin 4 exemples, puisque je vous donne 4 applications dans ce slide. Vous avez créé votre entreprise il y a très peu de temps, peut-être l'année dernière, et vous avez droit, vous avez la possibilité d'avoir un maintien de votre chômage. Et pendant 1 à 2 ans, vous ne prenez pas de rémunération. C'est prévu, c'est un dispositif prévu par Pôle emploi d'accompagnement à la création. Ah oui.
Et vous allez calculer maintenant votre rentabilité par affaire sur la base de cette comptabilité où il n'y a pas votre rémunération. Ah oui, c'est super. Vous allez avoir toutes vos affaires, ou presque, enfin c'est à souhaiter, qui sont bénéficiaires. Vous gagnez de l'argent. Oui, mais vous n'êtes pas payé. Pourquoi? Parce que la base même, si on prend juste la comptabilité financière, n'a pas de rémunération. Donc, la charge supplétive, c'est une charge que l'on va forcer en dehors de votre comptabilité pour indiquer que quand même, il y a cette charge qui existe. Et vous allez la valoriser à un coût, on va dire, normal. C'est la même chose, par exemple, quand vous avez du bénévolat dans l'entreprise. Nombre d'entreprises, surtout dans des TPE, vont avoir une participation du conjoint, amicale, bénévole. Valeur, 0 en compta. Valeur sur le terrain, 0. Du coup, si demain, votre conjoint ou votre ami qui vous accompagne dans cette entreprise de manière bénévole parce qu'il a envie de vous aider, vous dit, bah oui, mais maintenant, là, moi, je ne peux plus, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez embaucher quelqu'un. Et là, la valeur, pour le coup, en comptabilité, ce ne sera pas la même. Donc, ça veut dire que si vous avez calculé toutes vos rentabilités par affaire, en profitant, par exemple, du père qui est parti à la retraite, mais qui continue à vous faire un peu de commercial, du conjoint qui vous fait tout votre administratif, peut-être de quelqu'un qui va vous organiser, gérer votre site web et qui va faire votre prospection marketing. Voilà, ça va avoir un coût. Donc, si vous les avez négligés, votre rentabilité par affaire, elle a été quelque part facilement surévaluée par rapport à la réalité. D'où l'intérêt d'avoir une charge supplétive que vous rentrez effectivement en charge en dehors de votre compta, ce qui fait créer une comptabilité de gestion. Dans les deux autres exemples que je vous donne, vous pouvez avoir par exemple mis énormément d'argent à titre personnel dans votre entreprise, en compte courant, et puis ça vous évite bien sûr de faire appel à des crédits bancaires. Super, pas de coût, très bien, mais la réalité, c'est quand même que vous utilisez de l'argent qui n'appartient pas à l'entreprise et qui n'est pas rémunéré. On pourrait imaginer que votre compte courant, officiellement non rémunéré, l'est officieusement dans les coûts pour tenir compte de cet argent que vous utilisez, qui n'appartient pas à l'entreprise, mais qui est à vous en nom propre. Dernier exemple, un bien qui est totalement amorti dans votre entreprise, voilà, il n'a plus de charge comptable, un peu ancien, mais vous continuez d'utiliser. Du coup, il n'est plus dans les coûts. Donc, si vous ne forcez pas une sorte de location, c'est-à-dire ce bien dans vos comptes, dans vos comptes de gestion, vous allez avoir effectivement des coûts qui seront minorés alors que vous utilisez un matériel. Voilà, ce sont des exemples qui vous permettent de se dire, tiens, j'ai la comptabilité financière, pour passer à la comptabilité de gestion, je fais quelques retraitements. Inversement, on peut avoir des éléments non incorporables. Ça veut dire que j'ai des informations en compta que je ne veux pas retenir dans mes comptes. Par exemple, une amende fiscale. Par exemple, une plus-value sur une cession de matériel. C'est dans votre compta, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Vous devez le renseigner. Vous avez eu, par exemple, sur cette année un peu particulière qui vient de s'écouler, perçu des subventions par rapport à l'État et par rapport à l'aide face au Covid. Vous avez fait une rupture conventionnelle avec un salarié et vous avez dû verser une prime de licenciement, voire même il a été déclaré en inaptitude. Alors là, la prime de licenciement a été doublée. Est-ce que vous voulez la retenir dans vos coûts cette année? Ce n'est pas dit. À réfléchir. Ce qui nous amène au dernier point, le recalcul. Et dans le recalcul, on va aller réajuster des charges ou des produits qui existent et que l'on va réajuster en fonction de la réalité. Donc, dans le premier cas, charges supplétives, vous venez les rajouter par rapport à votre comptabilité de base. Dans le deuxième cas, vous ne les retenez pas. Et dans le troisième cas, il y a certains éléments, mais vous les recalculez parce que économiquement, il ne vous semble pas justifié pour obtenir une situation, pour ainsi dire, normale. Donc voilà, vous avez fait maintenant la transition de votre comptabilité légale obligatoire et vous allez aller sur votre comptabilité de gestion avec des charges que vous avez décidées
et vous trouvez que ça correspond à votre environnement économique, à la réalité de terrain. Très bien. Un deuxième problème se pose. Pour faire votre comptabilité par affaire, vous allez avoir dans ces charges que vous avez retenues deux types de charges, avec deux problématiques que nous allons aborder dans le cadre de ce webinaire. La première, les premières, ce sont les charges directes. Alors, les charges directes, ce sont des charges que vous pouvez facilement et sans aucun problème attribuer à votre affaire. Vous avez par exemple des matières qui ont été commandées spécifiquement pour cette affaire, pour ce chantier, et donc aucune difficulté à se dire, bon ben voilà, la facture que j'ai reçue, elle va sur ce chantier. C'est donc une charge directe. Elle est directement affectable à votre chantier. Aucun problème. Parfois, vous allez avoir de la sous-traitance. C'est pareil, quand vous faites appel à de la sous-traitance ou à des agences intérimaires, par exemple, qui sont une forme de sous-traitance, bien, vous allez avoir une facture qui va se dire, cette facture, je sais, elle est pour cette affaire. Donc, quand vous allez commencer à déterminer la rentabilité de votre affaire, c'est facile de le faire, c'est facile de dire, voilà, c'est une charge directe, je peux facilement l'attribuer à ce chantier-là. La main-d'œuvre. Alors, la main-d'œuvre, on verra, c'est un peu plus complexe. Mais oui, vous avez des salariés, vous savez que ce salarié, il a été sur cette affaire-là, il a travaillé sur cette affaire-là, il vous a fait un relevé d'heures, on y reviendra dans quelques instants, c'est encore une charge directe. Vous savez combien vous le payez, vous savez quel est son coût global, parce qu'il ne faudra pas oublier qu'il y a des charges patronales. Et oui, ce n'est pas simplement le net à prendre en compte, mais c'est bien l'ensemble du coût de ce salarié que vous retrouvez d'ailleurs en comptabilité. Et donc, vous allez, là encore une fois, se dire, ce salarié, il a travaillé, admettons, 15 heures sur cette affaire. Je sais qu'il me coûte 21, 22, 23 euros de l'heure. Je peux facilement dire, voilà, c'est pour ce chantier. Et donc, les charges directes, s'il n'y avait que celle-là, ça serait une facilité et un jeu d'enfant de faire une comptabilité par gestion. Ce qui n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a derrière, en dessous, les charges indirectes. Alors, les charges indirectes, en opposition aux charges directes, on ne peut pas les affecter au chantier. Ça va être le salaire du dirigeant. Ça va être le loyer du bâtiment. Ça va être l'assurance globale pour l'entreprise. Ça va être les honoraires de votre expert comptable, les frais bancaires qui vous sont facturés mensuellement. Ces éléments-là, on ne les a pas de manière directement connectée à votre chantier. Il y a une rupture. Et du coup, là, ça commence à poser difficulté. Parce que la vraie question, c'est comment allez-vous répartir ces charges sur vos chantiers? Réponse dans quelques instants, parce que c'est quand même un point important de cette animation que j'aimerais pouvoir vous transmettre. Donc, on va parler des difficultés de l'un et l'autre, des charges directes, des charges indirectes d'ici quelques secondes. Avant, faisons une petite parenthèse. Comment on peut traiter ces informations déjà? C'est-à-dire, oui, vous avez peut-être bien vu, oui, j'ai ma comptabilité de gestion, les chiffres. Bon, techniquement, je prends un papier, un crayon, une calculatrice. Alors, il y a des moyens un petit peu plus modernes, sans vouloir vexer peut-être certains auditeurs. Mais il y a des moyens un petit peu plus modernes qui vont vous permettre de réaliser vos calculs. Alors, ces moyens, on va en parler de deux si vous voulez. Il y a les logiciels qui sont dédiés et il y a Excel. Avantages, inconvénients. Le logiciel qui est dédié, il a un cadrage, il est sécurisé. Vous ne pouvez pas saisir n'importe où, n'importe comment. Vous ne pouvez pas effacer des données par erreur. D'une manière générale, il y a une sauvegarde qui peut être automatisée. Bref, il y a quand même une sécurité à travailler avec un logiciel dédié. Alors, logiciel dédié, je ne vais même pas vous donner des noms de logiciels tellement il y a pléthore de logiciels et qui va dépendre énormément de votre activité. On a beaucoup de logiciels dédiés, spécialisés dans votre corporation, dans votre activité. L'inconvénient, c'est la mise à jour, les mises à jour.
Actuellement, j'ai plusieurs clients qui sont dans le bâtiment, qui ont un logiciel, et on leur a annoncé gentiment, bah oui, voilà, à partir de mois de décembre, le logiciel, on n'assure plus la maintenance parce que pour diverses raisons, il y a une mise à jour, on vous bascule sur un autre logiciel ou alors on a revendu notre logiciel à une autre marque, super. Donc vous vous retrouvez avec des mises à jour. Le matin, bah, vous vous connectez et puis bah, du coup, ah oui, ça y est, il faut que faut que je comprenne comment le logiciel fonctionne. Ce qui nous amène à un inconvénient majeur de ces logiciels, c'est que le fonctionnement, bah, il n'est pas à votre choix, il vous est plus ou moins imposé. Même si parfois, vous pouvez avoir des éditeurs de logiciels, des petits SS2I, qui vont vous adapter votre logiciel, moyennant rémunération évidemment, et qui vont essayer de vous l'adapter. Mais encore une fois, quand la base, elle va changer, est-ce que les adaptations tiendront toujours? Donc, il y a ce côté un peu inconfortable d'être dépendant d'un éditeur de logiciel, avec ses avantages et ses inconvénients. Donc, ce point-là, cet outil-là, il est idéal si vous êtes déjà pluriutilisateur. Il est difficile, et plus vous allez grossir, d'avoir des logiciels un petit peu maison, on va dire de manière artisanale, mais quand vous grossissez, eh bien, il est vrai que vous avez l'intérêt d'avoir un module qui sera pour les pluriutilisateurs avec des codes d'accès. Les logiciels comptables utilisent aussi, sans parler d'un logiciel dédié à votre comptabilité de gestion, les logiciels comptables peuvent vous proposer des modules complémentaires d'analytique. On appelle ça des modules analytiques. Donc, clairement, quand vous allez avoir votre facture, vous saisissez votre compte comptable, vous vous rappelez, commence par le numéro 6, par exemple 601, ce sont les matières. Donc voilà, vous avez une facture de votre fournisseur de matières, vous tapez 601, combien il y en a? Il y en a pour 10 000 euros, clac, je tape mes 10 000 euros, comptablement, ça y est, c'est enregistré, ça va en comptabilité officielle, vous avez 10 000 euros de charge officiellement. Et puis, derrière, avant de valider votre écriture, parce que les comptables appellent ça des écritures, avant de valider l'affectation, on vous dit quelle est l'affectation analytique. En clair, les 10 000 euros, pour quel chantier? Pour quelle affaire? Donc, moi, j'ai eu l'occasion de mettre en place une comptabilité de gestion pour un gros organisme de formation. J'ai créé des codes avec l'action de formation pour former en industrie sur des machines-outils, des gens qui sont inscrits pendant 2 ans, c'est le code. Et après, il faut une logique dans les codes. Et bien, du coup, si la matière elle est destinée à cette affaire, eh bien, vous tapez votre code, mais pas forcément pour les 10 000. Peut-être pour 4 000. Et puis, vous avez 2 000 que vous allez avoir à affecter à un autre code. Donc, il y a tout un raisonnement de code derrière, de codification, qui va être utilisé dans votre comptabilité analytique pour faire une répartition. Et souvent, il y a un petit code divers dans lequel on met les reliquats. Attention à ce code divers parce que ça veut dire qu'il n'est pas affecté à vos affaires. Voilà pour le logiciel dédié. Ensuite, vous pouvez aller chercher à faire votre comptabilité de gestion sur Excel. Alors là, l'inconvénient, je dirais presque, il y a un effet contraire miroir, c'est le risque d'erreur. Vous écrasez une formule, vous ne faites pas attention et puis vous avez fait la touche supre ou alors vous avez fait des liens entre des fichiers, vous avez changé de place. Bon, du coup, c'est quand même risqué si vous ne maîtrisez pas Excel. Mais par contre, dans les avantages, une souplesse d'utilisation énorme. Excel est un outil universel. Ça veut dire que vous pouvez recruter n'importe qui a une connaissance d'Excel et normalement, s'il a des techniques un peu de gestion, il devrait pouvoir s'en sortir. Donc ça, c'est souple, mais forcément moins sécurisé. Et alors, du coup, l'information que vous allez avoir, que ce soit sur ce logiciel dédié ou que ce soit sur Excel, cette information, l'outil n'est qu'un outil de traitement de l'information. Et puis, à un moment donné, il va rentrer ces informations. Il va falloir les collecter, ces informations. Et là, on parle d'organisation. Mettre en place une comptabilité de gestion. Très bien, je vous dis allez-y, forcément. C'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. Mais organisez-vous avant. Parce que si vous ne vous organisez pas pour avoir l'information, quel est l'intérêt de faire une comptabilité de gestion partielle?
Donc, ça veut dire que derrière, vous êtes prêt, quand vous mettez en place une comptabilité de gestion, à avoir, j'ai employé le mot procédure, soyons légers sur le mot, ce n'est pas forcément rigoriste le mot procédure, mais avoir quelque chose de cadré dans lequel l'information va être donnée via des suivis de temps, des suivis de matière, etc. Mais que ce soit un logiciel dédié ou que ce soit un logiciel maison, c'est pareil. Vous avez bien la même problématique. Donc, ça veut dire que avant de se lancer dans une comptabilité de gestion, ou si vous avez déjà une comptabilité de gestion, il faut verrouiller. Il faut contrôler que vous ayez bien les suivis des temps. Prenons un exemple. Un artisan qui travaille, par exemple, dans de la peinture, je prends un exemple réel, ceci étant, le père un peu réfractaire à suivre ses propres temps. Bah oui, les salariés ils peuvent bien sûr noter les fiches temps. Bah oui, c'est normal, les salariés ils sont payés pour ça. Et vous, vous pouvez noter vos temps? Ah non, je n'ai pas que ça à faire. Ah oui, donc ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez sur un chantier, ce chantier ne vous coûte rien. Comment ça? Je dis, bah oui, vous n'avez pas passé de temps. Ce chantier, donc, il n'a pas consommé de temps. Vous avez peut-être un peu de peinture. Mais vous, comme vous ne coûtez rien, puisque je n'ai pas de suivi des temps, je ne peux pas dire que ce chantier vous a coûté X euros. Donc, ce chantier, je vous rassure, à chaque fois que vous allez sur un chantier, c'est bénéficiaire. Vous voyez, il y a quand même une problématique de fond qui vient par rapport à ça. Donc, le suivi des temps, le suivi des matières, il faut qu'il soit rigoureux et il faut qu'il soit partagé. Et ça va être, là, on va aller dans l'organisation. On a été dans l'organisation, on va aller dans du managérial. Il faut aussi convaincre les personnes qui vous donnent cette information de donner une information la plus juste possible. Avec quelques écarts, on va admettre effectivement qu'il peut y avoir des écarts. Et puis, du coup, bien, vous allez avoir pour Excel, si vous n'êtes pas sur un logiciel dédié avec des coûts qui sont connectés à votre compta, eh bien, vous allez avoir un suivi extra-comptable. Je vous rappelle quand même que vous avez des charges supplétives, des éléments non incorporables. Donc, même si vous êtes dans un logiciel dédié, il y aura quand même des informations à aller modifier et qui dépendra de votre logiciel. Voilà, ça c'était pour la question du logiciel. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser sur le chat. Et puis, je m'efforcerai d'y répondre. Sachant que moi, j'ai du mal à animer et en même temps à suivre le chat. J'ai une personne qui à côté m'aide, mon associé qui m'aide si jamais il y a des questions qui pourraient vous intéresser, n'hésitez pas. Alors, pour gérer l'information, on a parlé de l'organisation. Je dirais attention à l'infobésité, un terme qui vient à la mode. C'est tellement facile d'avoir l'information. Moi, j'avais par exemple un menuisier qui avait, pour suivre, ils étaient 4, et pour suivre ses rentabilités par chantier, il avait créé des codes pour que ses salariés notent, voilà, j'ai passé tant de temps, etc. Il avait créé une centaine de codes. Donc, je dis, mais une centaine de codes, c'est juste impossible à gérer. Je dis, mais à quoi ça te sert? J'ai l'info. Oui, mais t'en fais quoi? Je ne sais pas. Et combien de fois par an tu l'utilises? Jamais. Donc, tu demandes tous les jours à tes salariés d'être super rigoureux, super précis sur une information que tu n'utilises pas. Donc, en termes de rentabilité, c'est un peu moyen. Ce qui nous amène parfois à aller sur une information que l'on va simplifier au maximum. Prenons le coût matière. Vous voulez savoir votre affaire, la consommation. Donc, vous avez la possibilité d'aller chercher l'information dans ce qu'on a vu dans vos charges directes de matière par rapport aux factures que vous recevez. Et puis, il va y avoir une grosse problématique, c'est les stocks. On va en parler juste dans quelques instants. Ces stocks, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de facture. Donc, vous vous retrouvez à vous dire, oui, alors là, il faudrait que j'aille chercher dans mes stocks ce que j'ai prélevé sur les stocks pour cette affaire-là. En industrie, on y arrive. On verra, il y a une raison. Juste après, on va en parler. Dans beaucoup d'entreprises artisanales, dans des TPE, c'est plus compliqué. On applique alors ce qu'on appelle la méthode du coût standard. Standard, par définition, cadré. Et là, on se déconnecte de la réalité. Un, danger. Est-ce que votre standard sera le bon? Est-ce qu'il sera juste? Deux, facilité. Oui, parce que quand vous vous dites, on va prendre un exemple concret. Vous avez votre affaire et vous avez tout un tas de matières difficiles à identifier de manière concrète pour savoir ce que vous avez consommé pour faire ce chantier.
Alors, vous pouvez faire un calcul d'ingénieur, c'est-à-dire vous vous dites, ben voilà, normalement, il y a le mot normal, hein, normalement, sur ce chantier, je devrais consommer tant de tonnes de matière parce que je sais que quand je fais ma production, pour fabriquer 1000 pièces, je consomme 2 tonnes de matière plastique, par exemple. Ça, c'est normal. Donc, du coup, pour dire, bah, votre affaire, elle vous a coûté combien? Bah, normalement, 2 tonnes. Le lien, il est facile, normalement. Un, vérifiez si le tonnage, il est bon. Deux, est-ce que cette production que vous avez faite, est-ce qu'il n'y a pas eu une surconsommation parce qu'à un moment donné, vous avez employé, par exemple, un intérimaire, sans vouloir critiquer les intérimaires, mais qui ne connaissait pas, qui a fait une erreur et qui a, entre guillemets, fait que bah, une partie de la matière pour cette production est partie à la benne. Est-ce que vous avez pris en compte les déchets normaux? Donc, en fait, dans le calcul que vous allez faire, si vous passez sur du coût standard, c'est bien, c'est possible, c'est simple. Mais attention, attention, parce que l'information, elle soit pertinente. Parce que le problème, c'est que si vous avez des surcoûts réels par rapport à vos standards, vous allez trouver des affaires rentables, vous allez les signer, et puis vous allez avoir le résultat comptable en fin d'année, il ne sera peut-être pas de la même couleur. Il sera peut-être un peu déficitaire. Pourquoi? Parce que vos standards n'étaient pas les bons. Donc, la leçon à retenir de cette idée-là, on gère l'information. Une information simple, OK, mais maîtrisée. Vous voyez, il y a toute une idée de… on est dans un métier de contrôleur de gestion. Contrôleur de gestion, hein, tout est dans le mot, il contrôle la gestion. Il va vérifier qu'effectivement, vous avez une approche maîtrisée et qu'il n'y aura pas des écarts qui vous mettraient en difficulté. Alors, du coup, ce que je peux vous conseiller, c'est la perfection du premier coup. Déjà, au premier coup, on n'est pas sûr de l'avoir. Mais du premier coup, c'est utopiste. Vous n'avez peut-être pas encore quelque chose de parfait. Perfectionnez l'information avec le temps et donnez-lui une probabilité, une puissance, une force d'information relative. Vous avez un système qui est très cadré, une organisation qui est au top, vous avez des informations qui arrivent, elles passent par vos logiciels, elles sont OK. Eh bien, vous avez déjà un niveau qui est assez élevé. Par contre, vous pouvez avoir cette problématique de se dire, bah oui, mais moi, là, d'abord, mettre tout ça en place, je vais attendre. C'est un peu dommage. Commencez avec des outils qui sont simples, qui sont peut-être relativement justes, mais on l'accepte. Mieux vaut avoir peu que pas, mais on le sait. Et petit à petit, perfectionner, développer, cadrer. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir une information qui va s'étoffer, qui va devenir de plus en plus fiable. On pourrait se dire, non, mais moi, je n'aime pas trop, je préfère attendre d'avoir toutes les informations. Vous démarrerez très tardivement, vraiment très tardivement. Et en plus de démarrer tardivement, il ne faut pas oublier, parce qu'on raisonne tout seul dans sa tête, hein, on se dit, bah oui, je vais mettre ça en place, ça va fonctionner, les gens vont suivre, les fournisseurs vont m'envoyer les factures avec la référence de mes affaires, enfin, ça va se faire du jour au lendemain. Oui, dans un monde utopique. Dans la réalité, oui, alors il va falloir expliquer 4 fois aux salariés. Oui, mais alors tu comprends l'importance de ça. Alors là, tu as oublié la feuille que tu devais me rendre. J'aimerais bien que tu me la rendes quand même. Alors après, on va dire, bon, écoute, on va travailler. Comment tu voudrais qu'on mette en place cette feuille pour que tu me fasses ton suivi des temps et des matières que tu as sur ton chantier ou sur ton affaire? Eh bien, tout ça, si vous décidez de le mettre du jour au lendemain, comme ça, en disant, ça y est, ça fonctionne, ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionne dans les films avec des effets spéciaux. Mais dans la réalité, ça ne marche pas. Par contre, si vous commencez à mettre en place les choses petit à petit, vous allez faire des rectifications au fur et à mesure qui vont vous amener à votre objectif. Mais il faut du temps. La livraison Amazon en 24 heures, ça marche. Mais quand on est dans son entreprise, 24 heures, ce n'est pas suffisant pour mettre en place des procédures et des habitudes que l'on perfectionne avec le temps. Donc, n'hésitez pas à mettre en place déjà des choses avec des suivis. Vous allez vous apercevoir des écarts, vous allez vous apercevoir d'erreurs. Vous revenez en arrière, vous rectifiez l'information et cette information, ça y est, elle commence à être fluide. Elle commence à vous donner l'information dont vous aviez besoin. Et là, votre comptabilité de gestion, elle sera opérationnelle. Mais il faut un peu de temps.
Il n'est pas complètement délirant pour quelqu'un qui n'a absolument rien d'envisager une comptabilité de gestion vraiment opérationnelle sur 1 ou 2 ans. Ouais, il y a peut-être des déceptions pour se dire pour après-demain, je la voulais. C'est possible, hein, c'est possible, mais ça demande une énergie et une dépense pour une efficacité qui ne sera pas à 100%. On ne peut pas acheter le temps. Il y en a qui ont essayé, ça ne marche pas. Alors, parlons du problème des charges directes. On l'a abordé quelque peu il y a quelques instants. La charge directe pose une vraie difficulté parce qu'elle est facilement affectable, sauf quand elle transite par les stocks. Comme vous le voyez sur l'illustration, malheureusement, ce que vous consommez, ce n'est pas ce que vous achetez. Sauf cas particulier. Dans certains cas particuliers, vous achetez, c'est pour ce chantier, c'est pour cette affaire, ça marche. OK. Quand vous commencez à passer par les stocks, eh bien, ce n'est pas ce que vous achetez qui va en stock, c'est ce que vous consommez. Et donc, si vous vous contentez de mettre que les factures d'achat, ben vous allez avoir une problématique avec ce stock qui a un coût non affecté à votre affaire. Ça, c'est particulièrement vrai pour les petites fournitures. Pourquoi? Vous livrez, par exemple, un garagiste va vendre une voiture. Il livre sa voiture. Voiture d'occasion, voiture neuve, peu importe. On va partir sur une voiture d'occasion. Bon, il livre sa voiture. La comptabilité par affaire est facile. Hein. Facture du fournisseur, en plus il y a carte grise, il y a une plaque d'immatriculation. Je sais combien m'a coûté à l'achat cette voiture et je sais combien à la vente. Je peux dire que la charge directe, je la connais. Ah oui, vous êtes sûr? Il n'y a pas fait de révision sur cette voiture? Retouche carrosserie? Pas de nettoyage? Il n'y a pas une goutte d'huile? Liquide de refroidissement, vous n'avez pas remis? On va dire, ouais, quand même, si on commence à compter ça, oui, mais 1 euro plus 1 euro, ça fait 2 euros. Voilà. Et à la fin de l'année, ça fait beaucoup d'euros, tout ça. Donc, pas forcément des euros, des heureux, mais des euros. Donc, en fait, il y a bien cette notion de coût additionnel qui va être liée à la matière principale facilement traçable et qui va passer par des stocks. En se disant, bah oui, mais j'ai mis 2 litres d'huile ou j'ai mis du lave-glace. OK, bon. Comment on va pouvoir dire que mon affaire, elle est rentable? Surtout si je suis sur des marges étroites, mais même sans ça, pour un côté d'efficacité. Donc, la transition par les stocks est compliquée, ce qui nous amène en fait à avoir une autre démarche. Pour aller au produit, on passe par le stock. Alors, comment vous pouvez gérer ce problème de stock? Je vais vous proposer quelques solutions. Et pour intervenir, vous avez vu en introduction, hein, j'ai accompagné plus de 500 entreprises au cours des 10 dernières années. Donc, je commence à voir bien les problèmes qui se passent, surtout dans les TPE et les PME. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. J'ai travaillé dans des entreprises où on se trouve avec des millions de stocks, avec des livraisons à travers toute la France, etc. Et quand vous faites un inventaire de votre stock, quand vous voulez gérer vos stocks avec un logiciel dédié, je n'ai pas trouvé jusqu'à présent de logiciel miracle. Alors, si j'ai des éditeurs de logiciels qui l'ont, ils seront vexés que je dise ça, mais c'est vrai qu'il y a toujours une difficulté à gérer. On connaît son logiciel, peut-être, mais gérer les stocks, c'est quand même compliqué. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Alors, pour ça, l'intégration des coûts, comment faire lorsque vous passez par les stocks? Vous avez la première notion, c'est la traçabilité parfaite. Mais ça veut dire que vous avez des gens. Et la plupart du temps, c'est le travail du magasinier. Donc, il y a une personne qui vient et qui dit, voilà, j'ai besoin pour mon chantier, pour mon affaire, j'ai besoin de telle matière. Bouge pas, je note. Donc, tu as pris pour cette affaire 3 cartouches de joint, tu as pris une tôle, tu as pris un bout de bois voilà. Et ça, c'est tracé. Cette traçabilité parfaite, elle est possible, mais déjà, pour avoir un magasinier, il faut être dans une structure quand même assez développée. On n'est pas dans une petite structure où il y a 4-5 salariés. Donc, le magasinier, il a ce rôle
de pouvoir être la porte d'entrée et la porte de sortie des stocks. Donc, appuyé évidemment par, cette fois-ci, son appui logistique, son appui logiciel. OK, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un magazine. Donc, deuxième technique, c'est de passer par le coût standard, qu'on a évoqué il y a quelques instants, en se disant, normalement, quand je vends ma voiture, elle me coûte tant, mais je sais que j'ai une mise à la route, une révision impérative, j'ai fait des calculs, et en moyenne, c'est là, le coût standard, c'est une moyenne. En moyenne, je sais que pour livrer la voiture à mon client, j'en ai pour 200 €. Je dis un chiffre vraiment au hasard, peut-être un peu orienté. Possible que 200 €, ça ne soit pas du délire. J'en ai pour 200 €, hors particularité. Genre, par exemple, il y avait un gros choc carrosserie, et donc là, on y a passé du temps, etc. Mais c'est déjà plus facile à tracer parce que là, on fait une vraie consommation. Mais voilà, dans un cas standard, c'est ça. Ça s'appelle le coût standard. Vous vous rappelez, hein? Efficace, simple, à contrôler. Il faut retenir surtout le troisième, à contrôler. Vos standards peuvent évoluer. Donc, si vous faites évoluer vos standards, je vous donnerai cette petite idée. Travailler en quantité par prix unitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est rare que dans les standards, les quantités, elles varient. Pourquoi? Alors, sauf changement de procédé technique, sauf changement de matière, c'est à peu près la même chose des quantités qu'on consomme. Une voiture, elle ne va pas vous consommer d'un coup 15 litres d'huile. Ça paraîtrait étrange. Donc, la consommation en quantité, c'est intéressant de la faire parce qu'elle est d'une manière générale, elle est figée. Elle est assez stable. Et puis, vous avez le prix. Alors, le prix, surtout en ce moment avec le prix des matières, ce n'est pas le même. Donc, en fait, quand vous allez calculer votre coût standard, vous pouvez tout simplement ajuster le prix unitaire de votre matière. Et du coup, la affectation que vous allez faire à votre affaire pour en déterminer sa rentabilité va s'automatiser. Et puis, la dernière solution, c'est de se dire, bon, voilà, moi, j'ai un manomètre, là, il vient calculer au fur et à mesure tout ce qui passe. Tout ce qui passe, qui va sur mon chantier, je calcule, je le sais. Voilà, des factures, je sais, le stock, je sais à peu près, c'est pas fiable, mais je sais. Donc là, vous allez avoir une consommation. Et puis, vous allez avoir plusieurs chantiers, 1, 2, 3, 4, 5, 10 chantiers, 50 chantiers, 200 chantiers. Bon, vous pouvez le contrôler a posteriori, ça. L'inventaire. Est-ce qu'il y a des manquants? Parce que normalement, si vous avez, on va prendre un exemple très simple, hein, vous consommez du bois. Dans votre métier, vous avez une consommation de bois. Bon, voilà, vous prenez tous vos chantiers. Alors là, j'ai consommé 1 tonne, là, j'ai consommé 500 kilos, là, j'en ai consommé 200, là, j'ai consommé 4 tonnes, etc. Donc, au total, normalement, si je regarde tous mes chantiers et que je regarde la consommation globale de mes chantiers sur une période, peu importe laquelle, normalement, je devrais avoir consommé, je ne sais pas moi, 152 tonnes. Et puis, vous regardez dans vos stocks, vous avez commandé, je vais essayer d'être très simple, vous aviez 0 de stock au départ pour être très simple, vous aviez commandé 200 tonnes et vous deviez en consommer 150. Et là, je m'engage dans des calculs mentaux. Alors, allons-y, ça doit me faire normalement, si je ne me trompe pas, 48 tonnes qui devraient rester en stock. Et puis, vous faites un inventaire. On a 32 tonnes. Et passez où le reste? Erreur de consommation. Ou vol. Déjà, il en faut pour voler du bois. Quoique certains ont des techniques. Mais ça veut dire que là, j'ai un écart. Cet écart, vous ne le laissez pas tomber. Vous ne le laissez pas tomber parce que ça veut dire que quelque part, vos rentabilités par affaire, elles sont faussées. Elles vous donnent une information qui n'est pas la bonne parce qu'elles vous donnent une information partielle. Et alors là, c'est ça la peur magistrale d'un contrôleur de gestion, c'est d'avoir zappé quelque part des charges qui sont passées à côté. Mais ne vous inquiétez pas, en comptable, ils seront ces charges. Les fournisseurs, ils demanderont à être payés. Les tonnes qui vous manquent dans votre consommation, elles ont été facturées.
Et du coup, vous vous retrouvez avec un outil de pilotage et la boussole, au lieu de vous indiquer le sud, elle vous indique le nord. Donc, je ne sais pas si vous imaginez, mais vous avez envie de partir aux Seychelles et vous vous retrouvez au nord de l'Écosse. Très beau au passage, les Highlands, mais ce n'est pas la même chose. Donc, il faut faire très attention à ce que votre système vous donne l'information qui est efficace et qui va correspondre à votre réelle consommation. Donc, tout ça, c'est une réflexion globale. Encore une fois, on retrouve l'organisation, on retrouve la qualité, on retrouve le système d'information, on retrouve le management. Parce qu'il y a des gens. Hein. Okay. Donc, ça paraît simple au départ. On se dit, bah oui, je vais le faire. Ouais, je vais mettre en place une comptabilité de gestion. Si vous y allez, donnez-vous les moyens. C'est un exemple, c'est un conseil qui est tout bête. Hein. Si vous n'avez pas les moyens de mettre tout ça en place, n'y allez pas. Vous allez perdre de l'argent parce que vous allez faire une information partielle qui est inutile. Je vous prends un exemple. Vous avez un coureur de fond. Donc le gars, il est entraîné, ça fait des mois et des mois qu'il s'entraîne pour sa compétition. Et puis, il va faire sa course avec ses concurrents. Et puis, premier tout le long. Pendant toute la course, il doit faire, je sais pas moi, 4 km de course. Premier, il a distancé tout le monde. Et puis, arrive la ligne d'arrivée qui est juste là. Et 3 mètres avant la ligne d'arrivée, il tombe. Tous les concurrents passent. Et lui, qu'est-ce qu'il a gagné? 0. Si, peut-être la dernière place du podium. Parce qu'en fait, le but, ce n'est pas d'arriver forcément le premier, même si effectivement, dans une compétition, c'est un objectif, c'est déjà arriver jusqu'au bout. Eh bien, votre comptabilité de gestion, c'est la même chose. Si vous mettez, allez, on va dire 90% en place, tout ce qu'il faut, mais que les 10% qui restent fait que votre boussole, vous avez mis un aimant à côté, eh bien, vous vous retrouvez dans les Highlands. Donc, mettre en place une comptabilité de gestion, ça demande une volonté de votre part en tant que dirigeant d'entreprise, une vraie volonté pour que ça fonctionne. Et la première personne qui doit être impliquée dans cette organisation, c'est le dirigeant. Je vais reprendre tout à l'heure l'exemple de mon peintre qui se disait moi, je n'ai pas à saisir mes heures, je suis quand même le patron. Oui, mais n'empêche, vous produisez. Donc, il y a un moment donné, il faut rentrer dans le système. Sinon, ça fausse tout. Ou en tout cas, ça vous donne une information qui ne sera pas efficace. Donc, nous avons abordé la problématique logicielle, la problématique, on va dire, en gros, organisationnelle. On vient de parler maintenant d'un coût problématique, ce sont les coûts directs, les charges directes qui sont liées au stock. Donc, problématique quand même numéro 1 rencontrée dans toutes les entreprises dès qu'on met en place une comptabilité de gestion, c'est la notion de stock. Même si officiellement, vous n'avez pas beaucoup de stock, vous en avez toujours, ou allez, à 99%, vous avez un peu de stock. On va aborder maintenant, si vous voulez bien, la problématique des charges indirectes. Alors, les charges indirectes. Je vous dirais bien, quand j'aborde ça avec des étudiants en BTS, on va y consacrer quasiment 7 jours de formation sans aucun problème. Hormis le travail personnel, parce que les étudiants sont forcément acharnés du travail personnel. Donc, tout ce travail-là de formation, je ne vais pas vous le donner, là il me reste une demi-heure. Une demi-heure, ça va être un peu compliqué. Donc, j'aimerais juste vous donner des clés de réflexion qui sont basées sur, bien évidemment, ce métier qu'est le contrôleur de gestion. Quand vous mettez en place une comptabilité, vous travaillez avec des charges indirectes. Ces charges indirectes, je rappelle, c'est des charges qui sont liées à votre entreprise. Elles concernent l'ensemble de la structure, mais on peut difficilement dire qu'elles sont pour tel chantier. Donc, pour vous rappeler, je vous ai pris l'exemple d'expert comptable, des honoraires d'expert comptable. Voilà. Difficile à dire, il m'a coûté 4 000 € pour quel chantier, je ne sais pas. Je sais pas. Donc voilà. Donc ça fait partie des charges indirectes. 2 possibilités vous sont proposées. En tout cas, 2 techniques. On va parler de la technique qui s'appelle les centres d'analyse, qui consiste à se dire, voilà, je vais prendre mes charges en global et je vais les répartir. Je simplifie vraiment. On ne voudrait pas si c'est extrêmement simplifié. Mais je vais répartir
sur une clé unique, une clé moyenne. Donc, par exemple, les heures qu'on passe affectées au chantier. Ah oui, parce que je vous rappelle, vous avez mis en place un suivi des heures. Ah oui, on l'a fait, je me rappelle. Donc, on a fait un suivi des heures. Ce suivi des heures dit, pour tel chantier, j'ai passé 30 heures, pour tel chantier, 100 heures, pour tel chantier, 1500 heures. OK, comment on répartit le coût global indirect sur une année? En fonction des heures. OK, ça marche, ça va marcher. Hein. Le résultat, il est moyen. Pas moyen dans le sens insatisfaisant, moyen dans le sens moyenne. C'est-à-dire que vous allez dire, en moyenne, 1 heure me coûte tant de charges indirectes. Juste ou pas juste, la question, elle va piquer un peu parce que est-ce que vraiment on devrait répartir les coûts, on va dire administratifs, ce qu'on appelle aussi les frais généraux, est-ce qu'on va les répartir vraiment en fonction des heures de production? Par exemple, vous avez une production qui a nécessité 500 heures, une autre qui a nécessité 80 heures, donc vous allez diviser par 580 et 500 sur 580 au premier et 80 sur 580 au deuxième pour répartir, clé de répartition. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qui vous dit que le chantier où il y a 80 heures, c'est celui pour lequel la structure a été le plus utilisée ou le plus usée? Si ça se trouve, le chantier où vous avez fait 500 heures, il y a eu un coup de fil à passer, une matière à livrer, simple, pas de stockage, ça a été livré directement chez le client. Donc, du coup, le coût de structure, on va lui affecter quand même 500 sur 580, donc une grosse partie. Alors qu'en fait, l'essentiel de la structure a été faite pour gérer les 80 heures. Ah oui, mais alors là, c'est hyper technique. Il a fallu avoir une organisation millimétrée. Il a fallu faire livrer. Et puis, du coup, il y a eu un problème. Il a fallu rappeler le fournisseur. Et puis, le client, on a négocié pour avoir le devis. Donc, du coup, votre comptabilité par affaire, avec cette clé de répartition des heures, elle sera juste, elle sera imparfaite, mais elle sera juste, mais imparfaite. Ce qui nous amène à la deuxième solution, beaucoup plus complexe, mais plus précise. Après, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez, tant que vous savez que vous pilotez. Après, quel est l'inconvénient de ça? Quand on dit plus complexe, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire, je répartis sur les heures, on va dire, bon, alors, on va réfléchir. Là, cette charge-là, on va la répartir avec une clé un peu différente. Celle-là, on peut la mettre sur les heures de production parce qu'elle est liée aux heures. Ah oui, mais celle-là, on va mettre par rapport au nombre d'interventions où on y a été. Et puis, ce coût-là, on va le répartir encore autrement. On va le mettre en fonction, alors j'allais dire du chiffre d'affaires évité parce que c'est souvent une clé qui est pas terrible. Mais on va mettre en fonction des heures machines. Et donc là, attention, hein, vous développez votre outil avec une précision d'horloger. Encore une fois, je vous rappellerai qu'il faut avoir la structure qui va avec. Sinon, vous risquez un petit peu le plantage. Donc, vous voyez, ces charges indirectes, deux possibilités qui sont offertes, une possibilité moyenne, une possibilité précise et plus efficace. Par contre, à chaque fois que vous aurez à faire ces répartitions, le contrôleur de gestion, qu'est-ce qu'il fait? Eh oui, il contrôle. Il contrôle. Et donc, votre rôle à vous, c'est de contrôler tout ce qui va se faire, tout ce qui va être affecté pour vérifier que 1 plus 1 plus 1, ça fait bien 3. Et là, j'ai fait du calcul mental. Donc, du coup, vous pouvez contrôler cette notion-là en se disant, effectivement, là, j'ai bien vérifié que, il y aura toujours des écarts. Je crois que je n'ai pas vu une seule entreprise où il n'y a pas d'écart. Mais ces écarts peuvent être anecdotiques ou substantiels. Donc ça fait partie du rôle. Alors, petite parenthèse sur qui fait ce travail en entreprise. J'allais dire que je vais m'adresser aux TPE, à ceux qui ont 0 à aller une quinzaine, une vingtaine de salariés. Le problème qu'il y a, c'est que souvent au départ, alors pour le 0 à 3 salariés, on s'attend à ce que l'expert comptable le fasse. Je vous rappelle que souvent son métier, c'est quand même de traiter la compta et de travailler dans le passé. Rarement dans l'avenir et encore moins dans du contrôle de gestion. Certains cabinets d'expertise le proposent et vous proposent cette prestation, mais ça reste quand même très rare. Ce n'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Donc, souvent, pour faire tout le suivi, puisque derrière,
Je vois difficilement un contrôleur de gestion qui ne va pas dans l'entreprise, en fait, qui n'est pas connecté avec la réalité. Hier, j'animais une formation là, pour des BTS de première année. Puis à un moment donné, il me dit, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il faut connaître l'entreprise sur le bout des doigts, quoi. Bah oui, oui, la réponse, c'est oui. C'est connaître les gens, c'est connaître le fonctionnement, c'est connaître la culture, c'est connaître les méthodes managériales, c'est connaître les freins qu'ont les gens à mettre en place certaines procédures, c'est connaître l'ancien qui n'a pas envie, le jeune qui veut tout révolutionner. Bah oui, parce que ce sont des choses qui rentrent dans la procédure et dans du management, dans l'organisation. Oui, il faut connaître tout ça. Donc, une personne qui est complètement extérieure à l'entreprise, qui n'a jamais mis les pieds dans votre entreprise et qui vous dit je vais vous faire vos calculs, évitez. Évitez. Ça sera pas... Vous allez avoir un résultat, je ne suis pas sûr du résultat. Il sera peut-être bon au niveau ingénierie, sur le papier, mais dans la pratique, vous allez avoir des petits dysfonctionnements. Donc, même si vous avez un prestataire extérieur comme un cabinet d'expertise comptable qui va vous mettre en place ce genre de choses, peu importe, quand il va mettre ces choses en place, attendez-vous à ce qu'ils viennent dans l'entreprise. Et on ne cache pas les choses. Parce que sinon, vous voyez, le contrôle que vous allez avoir de votre gestion, il sera moyen. Si vous cachez les choses, c'est comme un fumeur qui dit à son médecin « je ne fume pas ». Le médecin, quand il va voir les radios des poumons, il voit bien que c'est une autoroute. Et il voit bien qu'il y a quelque chose qu'on lui cache. Comment il peut être efficace et donner des bonnes préconisations? Là, je vous parle par expérience, puisque régulièrement, je vais en entreprise pour aborder ce type de problématique. Mais il faut aller sur place. Il faut connaître. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que le contrôle de gestion... Et ensuite, quand vous êtes dans une taille de structure alors, si vous êtes très petit, de 0 à 10 salariés, la personne numéro 1 concernée, numéro 1, c'est le dirigeant. Ou quelqu'un qui, dans l'entreprise, va avoir cette délégation. Mais il y a une implication, parce que je vous rappelle qu'on est dans du pilotage, dans de la stratégie. Donc, le dirigeant est la personne numéro 1 concernée pour suivre ce contrôle de gestion et prendre des décisions éclairées. Il peut acquérir ses compétences par des petits webinaires comme ça, par de la formation, par de l'accompagnement, peu importe, mais il y a de la compétence à acquérir et après, une fois qu'elle est en route, ça roule. Ça, c'est pour les très petites. Quand vous commencez à grossir un peu, vous pouvez internaliser en employant quelqu'un. En employant, par exemple, au début, ça sera peut-être un alternant en contrôle de gestion, ce sera peut-être un junior qui débute, quelqu'un qui sera à temps partiel, et progressivement, ça va monter en puissance. Et puis, quand vous dépassez un certain stade, vous avez besoin de quelqu'un à plein temps. Et je dirais des entreprises qui ont 3 000 ou 4 000 salariés, forcément, elles ont un service complet dédié au contrôle de gestion. Mais sans parler de tout cela, vous avez peut-être un besoin à estimer. Alors oui, c'est un coût. De toute façon, forcément, il y a un coût. Pour quel rendu? Pour quelle économie? Pour quelle maîtrise? Pour quel outil de pilotage? Voilà. La question, elle est posée et finalement, il n'y a pas de réponse, si ce n'est la vôtre, pour vous personnellement. Voilà, donc je ne sais pas si ça a été clair parce que je voudrais passer sur un exemple pour conclure cette session. Je ne sais pas si vous avez des questions. Je me tourne vers mon associé pour savoir. Pas de questions en particulier? Non. OK. Donc, on peut continuer et tant mieux, c'est que vous avez compris. Alors, on peut continuer avec un exemple. Cet exemple, je vais partir sur une activité, sur une entreprise qui a une double activité. On va partir sur un menuisier qui fabrique des... Donc ça, c'est un cas réel que j'ai en tête. Un menuisier fabrique des cuisines de deux façons différentes, c'est-à-dire qu'il a investi dans un banc de production avec toutes les machines nécessaires pour scier, optimiser, chanfreiner, etc. Donc, il nécessite une grosse partie mécanique de machines. Et puis, avec un peu de main-d'œuvre quand même, malgré tout. Et puis, derrière, il a une autre activité, une activité de pose. Donc, avec des salariés qui vont aller chez les clients poser
les éléments de cuisine ou les meubles éventuels. Sauf que ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que ce menuisier ne fabrique pas que pour lui. Il peut aussi fabriquer pour des installateurs, il peut fabriquer pour des confrères, il peut fabriquer pour, entre autres, moi, dans l'exemple que j'ai fait, il fabriquait également pour des chaînes de restauration. Donc voilà, ça c'est un cas concret. Alors pourquoi double activité? Parce que du coup, on rend la chose un peu plus complexe qu'une activité uniforme. Dans cet exemple, vous allez avoir, comme dans toute entreprise, des charges directes que vous avez en bas à gauche et des charges indirectes qui arrivent par le haut. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez dans ces charges directes aucune difficulté d'affectation, on l'a vu tout à l'heure, hormis le transit par les stocks. Donc, vous avez 3 affaires, A, B et C. Ces 3 affaires, on va vouloir en estimer le coût de production, le coût de revient. OK. Les charges indirectes, elles, on ne peut pas les affecter au chantier directement, d'où leur terme d'ailleurs, charge indirecte. On va donc passer par 2 centres, 2 ateliers qui vont déterminer ces charges indirectes, un coût de fabrication global, on est sur du global, hein, là, et un coût de pose global. Donc, il va falloir décider au départ, dans ces 2 charges indirectes, comment vous allez les répartir. Et comme vous avez ligne par ligne l'information tirée de la compta retraitée, bien vous allez ligne par ligne décider de l'affectation. Par exemple, vous avez un coût de… Je prends des exemples relativement simples, hein, mais vous avez par exemple une machine que vous louez en crédit bail. Cette machine, elle est faite pour la fabrication. Donc, affectation au coût de fabrication, 100%. Affectation au coût de pose, 0. Vous avez un autre crédit bail concernant le véhicule pour les poseurs. Coût de fabrication, cette fois-ci, c'est l'inverse, 0. Coût de pose, 100%. Ça serait trop simple si tout était comme ça. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment déterminer pour certaines charges une clé de répartition. Par exemple, les locaux. Les locaux que vous allez avoir. J'ai en tête, par exemple, une entreprise qui faisait à la fois charpente et maçonnerie. Il répartissait 50-50, le coût du local. Puis quand j'ai visité, je me suis dit, mais problème. Et comment ça? Je dis, il y a des machines pour produire les charpentes. Je suis avec le charpentier, il me dit, oui. Vous faites la répartition de coût à 50. Oui. J'ai dit, mais il est où le local du maçon? Ah, mais le local du maçon, il a besoin de 3 fois rien. Il y a une clé, puis il accède à ça. Donc, en fait, 80% de la surface, c'est pour vous. Oui. On va mettre 80% des coûts à la charpente. Il n'a pas aimé sur le coup l'idée, parce que ça le dérangeait, mais forcément. Mais quelque part, après, il déterminait des coûts de revient horaire maçonnerie et charpente. Et du coup, en réajustant ces clés de répartition de manière un peu plus ancrée dans le terrain, alors oui, on s'apercevait que les coûts horaires de maçonnerie baissaient, et les coûts de charpente forcément augmentaient, parce qu'il y a quand même une belle surface. Mais surtout, ce qui se passait, c'est que le maçon, lui, quand il vendait à un client, il était obligé de monter ses prix. Il ne passait pas. Et puis le charpentier, il était débordé parce qu'il n'était pas assez cher, entre guillemets. Réajustement, vous voyez, on fait toute la chaîne, là, on va vraiment jusqu'au pilotage. Hein. C'est ce qui me passionne dans ce métier. Je pourrais vous en parler des heures, vous m'invitez tous les mercredis soirs, je pourrais tenir la conversation sans problème. Mais là, le temps tourne et il nous reste qu'un petit quart d'heure. Donc, je vais essayer de terminer sur mon exemple. Je reviens sur la menuiserie. Donc, il fabrique. Il a une partie avec des machines, il a une partie avec des poseurs. Et puis, du coup, parfois, il fabrique pour lui, parfois, il fabrique pour les autres. Globalement, on va dire qu'il pose que ce qu'il fabrique quand même. Sauf qu'en partie très particulier. Bon, du coup, de ces 2 coûts que l'on va déterminer, on va avoir on va aller quantifier les charges directes et les charges indirectes. Voilà dans l'exemple que je vous propose. Les charges directes sont de 800 000 €. Donc, ce sont essentiellement, on va dire, des matières et de la sous-traitance dans notre affaire. Et puis, on va avoir 200 000 € de charges indirectes. Ces 200 000 €, on les répartit. D'où l'aiguillage de tout à l'heure. On répartit. On vient mettre à différents endroits.
Donc, du coup, on va avoir un sous-total qui va se mettre en place en disant, bah voilà, le coût de la fabrication, c'est 125 000 euros de charges indirectes. Hein. Il n'y a pas les matières dedans. On est bien d'accord. Hein. Il n'y a pas les matières. Les matières, c'est charges directes. Et puis, on a, pour le coût de pose, 75 000 euros. OK. Maintenant, on a réparti nos 200 000. Petite parenthèse, les 200 000, si possible, prévisionnels. N'allez pas chercher dans le passé si votre entreprise elle a fait x2 chaque année, parce que vous allez avoir des informations qui sont tronquées. On les a réajustées. Voir la slide de tout à l'heure. Donc, vous avez fait votre répartition. Maintenant, comment on va aller directement sur les chantiers? Ben, il n'y a pas 36 méthodes, il faut déterminer une clé de répartition. Sauf que l'avantage d'avoir fait cet aiguillage et cette séparation au départ, c'est que ça vous permet d'avoir deux espaces différents sur lesquels vous pouvez apprécier la répartition différemment et de manière adaptée. Donc, coût par heure machine, ça va de soi sur la fabrication. Ça veut dire qu'on a, à chaque fois qu'il y a une machine qui tourne, on a une production. Il y a des compteurs. Et on sait qu'une heure de machine coûte tant. Ah oui, mais comme je sais, puisque j'ai mis en place la traçabilité, que mon affaire A consomme que des heures machine, dans l'exemple que vous voyez, hein, vous avez que des heures machine, eh bien, c'est facile d'en déterminer le coût. Et du coup, la rentabilité par affaire, affaire vendue, moins coût de revient, et vous avez votre rentabilité. Bon, l'affaire C, elle, on ne fait que de la pose. Donc, dans ce cas-là, pas de fabrication. Nickel. Ça veut dire que quelque part, mes poseurs peuvent intervenir, par exemple, pour un SAV, ils peuvent intervenir pour réparer quelque chose, voilà, peu importe. Eh bien, je sais que l'heure de main-d'œuvre, dans le coût de pose, me coûte tant. Pas de problème. Je sais que pour la faire C, on y a passé 4 heures, trajet compris. Il y avait 2 gars. OK, ça fait donc 8 heures. 8 heures à, je ne sais pas, je vais vous dire un chiffre au hasard, 35 euros, 40 euros. Voilà, ça m'a coûté tant. C'est parce que je l'ai vendu. C'est ce que ça m'a coûté. Et il y a l'affaire B qui est au milieu. Alors, l'affaire B est un peu plus complexe. Pourquoi? Parce qu'elle passe d'abord par un cycle de fabrication, et puis qu'on va usiner, on va prendre des matières, et puis ensuite on va avoir un cycle de pose. Eh bien, l'affaire B, elle vient cumuler les deux, en fait. Elle vient prendre une partie des coûts liés à la fabrication, et puis elle vient prendre une partie des coûts liés à la pose. Et donc, l'un et l'autre vont en fait venir se cumuler pour déterminer la rentabilité par affaire. Pour terminer cet exemple, imaginons que vous ayez 1800 heures de coût de fabrication, que vous ayez 4500 heures de pause sur une période donnée. Eh bien, en fait, vous déterminez facilement qu'une heure de fabrication machine vous revient à 69,40 € et une heure de pause vous revient à 16,66 € hors main-d'œuvre. En frais indirects, en frais de structure. Le coût de la main-d'œuvre pouvant être classé dans les charges directes. D'ailleurs, on appelle ça la MOD, main-d'œuvre directe. Alors, passons à un exemple de l'affaire B. On va la développer un petit peu, cette affaire. Qu'est-ce qui se passe? Imaginons, voilà, vous fabriquez, vous posez. La fabrication, indication de votre système d'information. 2500 € de matière, 16 heures de main-d'œuvre à 23 € de l'heure pour fabriquer et 2 heures de machine. Et puis ensuite, votre installation, votre pause, 32 heures de pause. Et bien dans ce cas-là, comment vous allez vous y prendre pour faire votre calcul? Je vous laisse réfléchir à la situation. Je vous ferai bien la plaisanterie, le webinaire est terminé, je ne vous donne pas la solution. Non, je vais vous la donner avant quand même. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc, voici la solution. Vous avez 2500 € de matière. Vous avez 16 heures à 23 € de l'heure. C'est le coût des mains, hein, des personnes qui vont travailler, qui vont produire. Elle vous coûte 23 €, toutes charges comprises. Donc, 16 heures de fabrication à 23 €, ça vous fait 368. Je dirais bien que je l'ai fait de tête, mais je mentirais, je l'ai fait surtout avant. 2 heures de machine, mais ces 2 heures de machine, on l'a vu dans le slide d'avant,
bah, elles sont à 69,44 €. Mais il y a quoi dedans? Bah, il y a le coût de la machine, il y a le coût du bâtiment, il y a un bout d'assurance, il y a un bout de votre téléphone portable, il y a un bout de votre maintenance, d'extincteur. Enfin, voilà, il y a un bout de tout ça. Et on est estimé à 69,44 €. Donc, ça veut dire que les 2 heures machine vous coûtent 138,89 €. Et puis, il y a la pause. Ben, la pause, il y a toujours des gens. Hein. Forcément, les 32 heures de pause, il y a 32 heures de main-d'œuvre. Pour l'exemple simplifié, un coût moyen de 23 pour tout le monde, ce qui fait 736 € de main-d'œuvre. Et puis, vous avez des frais indirects. Alors, ces frais indirects sont à 16,67 qu'on vient de calculer, ce qui amène à 533,33 € supplémentaires aux 736. Hein, c'est un coût de main-d'œuvre, mais les 736, c'est pour les gens, pour la main-d'œuvre, pour le travail. Et les 32 heures que vous avez, qui viennent les 16,67 qui viennent se rajouter, c'est pour vous payer, vous, en tant que commercial, pour payer le logiciel que vous avez utilisé pour faire votre schéma, pour payer je ne sais quoi encore. Même, par exemple, le ménage de vos locaux par une entreprise extérieure. Voilà. Pour payer votre conjoint bénévole que vous avez valorisé. Donc, du coup, on cumule tous ces coûts, coût direct, coût d'indirect, coût de fabrication, coût de pause, et votre affaire, 4 276 €. C'est ce que cela vous coûte. Et comme vous avez été super efficace dans la procédure, que toutes les informations sont justes, que les 16 heures, c'est nickel, vous les avez pu les tracer. Les 2 heures machine, c'est assez facile, en général, il y a des compteurs, sous réserve qu'on rentre les bons codes de production. Les 2500 € matière, mais vous maîtrisez parfaitement, puisque vous avez fait la traçabilité de vos stocks, ou vous avez appliqué le coût standard. C'était un moyen de faire une petite révision sur tout ce qu'on a vu au cours de ce webinaire. Et bien, du coup, l'affaire vous coûte 4 276 €, espérant que vous la vendrez plus et que vous n'aurez pas d'écart. Puisque je vous rappelle que la perfection n'existe pas en contrôle de gestion et que le métier numéro 1 d'un contrôleur de gestion, c'est d'analyser les écarts pour en réduire la portée. Alors, je crois voir qu'il y a une question. Est-ce qu'il existe des outils est-ce qu'il existe des accompagnements pour nous aider à mettre en œuvre… excusez-moi, c'est la fin du webinaire. Est-ce qu'il existe des accompagnements pour nous aider à mettre en place ces outils? Oui, il existe des accompagnements. Alors, Arnaud vous a parlé tout à l'heure en introduction de dispositifs qui étaient cofinancés par la région, qui permettent d'avoir un coût minoré pour l'entreprise. Il reste toujours un reste à charge, mais c'est subventionné en grande partie par la région, tout comme ce webinaire qui rentre dans le dispositif donc maîtriser sa gestion. Donc, dans les 12 catégories qu'on avait vues, que Arnaud vous a présentées tout à l'heure. Donc ça fonctionne plutôt bien. Si vous êtes une entreprise en difficulté, effectivement, et que vous voulez voir pourquoi vous perdez votre rentabilité, il y a ce dispositif qui répond aux difficultés. Aussi, vous pouvez vous rapprocher de la CPME. Et là, c'est une prise en charge à 100% pour le coup, avec une intervention en intérieur. Après, pour les outils, parfois, les éditeurs de logiciels vont vous faire de la formation en vous vendant leur logiciel adapté au logiciel que vous aurez. Alors, deuxième commentaire que j'ai, pardon, j'ai dû manquer quelque chose. Pourquoi les coûts indirects ne sont pas affectés aux heures de main-d'œuvre de fabrication comme pour les heures de pause? Alors non, vous n'avez pas manqué quelque chose. La question a tout son sens. C'est juste que l'on détermine un coût de répartition des coûts indirects. Si vous voulez, la main-d'œuvre directe, elle est facilement affectable à une production parce que votre salarié en production, puisqu'on est en fabrication, il va pouvoir, si j'ai bien compris la question, je la relis. Pourquoi les coûts indirects ne sont pas affectés aux heures main-d'œuvre de fabrication? Oui, alors je reprends, oui. Donc, ils sont bien affectés puisqu'on aura, si vous reprenez le slide, vous avez bien les 16 heures à 23 € qui font 368. Donc, on a bien des heures de main-d'œuvre qui sont affectées, même s'ils sont en fabrication. On évite de les passer par la globalité parce qu'on peut être plus précis en les individualisant. Je dirais que c'est une question de charge directe, charge indirecte pour répondre à votre question.
Les charges directes, on va les mettre directement sur le chantier. Et comme dans une fabrication, vous êtes capable d'estimer que, je ne sais pas, moi, votre nom c'est Guillaume, alors je vais prendre votre prénom, alors que Guillaume, par exemple, qui est salarié chez moi, qui est la fabrication, il a consacré du temps à cette production. Il était avec Xavier, par exemple, qui lui aussi a travaillé en binôme. Donc, on sait les heures qu'on a fait dessus. Donc, c'est plus facile de les affecter directement en disant, en moyenne, à 23 €, il va y avoir ce coût à la fabrication. Et du coup, c'est plus logique de répartir les coûts indirects en fonction des heures de fabrication. Parce que l'ensemble des charges indirectes sont quand même liées aux machines. Je ne sais pas s'il sera répondu à la question, parce que le sujet et la question, elle est à la fois pertinente et très complexe. Voilà pour… Alors, 2 autres questions. Est-ce que tu peux avoir la discussion? Je pense que la première question étant arrivée avant l'exemple. Alors, c'est quoi la question? Parce que je ne l'ai pas du coup. J'ai bien compris la méthode de calcul de prix de revient. Pour autant, comment mesurez-vous la rentabilité d'une affaire? Alors, par la différence de la marge, en fait. La rentabilité d'une affaire, elle se mesure entre ce que j'ai vendu et le coût que j'ai attribué. La comptabilité de gestion, elle sert à gérer les coûts. Et quand vous voulez avoir la rentabilité de votre affaire, c'est-à-dire quand vous voulez savoir si cette affaire a été rentable, il faut la comparer au prix de vente. Après, on se dira, oui, mais alors, quel est le taux de marge que je dois avoir pour considérer que c'est rentable? Ça dépend tellement de vous, ça dépend tellement de votre métier. Il n'y a pas de règle. Si vous voulez cette affaire, si vous ne la voulez pas, si vous estimez qu'elle est bien vendue, et quelque part, le prix de vente, il ne devrait pas être indexé sur les coûts. Il devrait être lié au prix du marché. Et là, il n'y a pas de réponse. Il y a votre talent commercial, il y a votre image, il y a votre facilité à vendre. On vend bien des iPhones 1000 et quelques euros, alors qu'en coût de production, je pense qu'il serait indécent d'en parler. Et ils arrivent à les vendre. Donc, la rentabilité de l'affaire, elle va être aussi elle va aller dans des choix stratégiques. Vous décidez de continuer, vous décidez d'alimenter, parce que c'est votre stratégie, parce que ça vous plaît aussi. Des fois, on est sur des métiers qui gagnent moins, mais ça nous plaît. Et puis, il y en a qu'on refuse de faire. Donc, le choix, il va être orienté par rapport à une offre que vous allez faire et par rapport à vos différentes rentabilités, à vos choix stratégiques, à vos choix, là, ce que vous avez à l'intérieur, ce que vous avez envie de vendre, et puis, bien sûr, aux critères financiers qu'on a abordés aujourd'hui. Une autre question? Y a-t-il un logiciel particulièrement adapté pour une activité de prestation de service? Merci. Alors, logiciel adapté pour une prestation de service, si vous êtes tout seul ou si vous êtes très peu, moi, j'irais sur Excel. Parce que, à condition d'avoir la compétence sur Excel et de développer quelques formules basiques. Donc, ça, c'est relativement simple, honnêtement. Après, si vous vous développez, je n'aurai pas de logiciel à vous conseiller. Alors, d'une part, parce qu'on pourrait me reprocher en me disant, oui, mais tu fais de la promo pour un logiciel. Ce qui n'est même pas le cas, parce que je n'ai pas de logiciel en tête, très sincèrement, à vous proposer là, vu la multitude de logiciels qu'il y a sur le marché. Mais je résumerai en disant, il faudrait peut-être, si vous êtes nombreux et que vous êtes beaucoup à intervenir, et qu'à ce moment-là, il vous faille une structure un peu plus évoluée en logiciel, de contacter peut-être des personnes qui sont spécialisées dans la promotion de logiciels. Et là, ils vous diront les avantages et les inconvénients. Mais honnêtement, là, si je vous conseille quelque chose, ça sera un mauvais conseil parce que je ne serai pas de bons conseils là-dessus. Je n'ai pas de réponse précise. Est-ce que d'autres questions il y a? Eh bien, écoutez, je crois que pour 10h30, 10h29, je suis plutôt assez content du timing. Vous pourrez demander éventuellement le support diaporama à la CPME. N'hésitez pas à en faire demande. D'ici fin de journée, si j'arrive à avoir la vidéo, je vous la mettrai en replay pour ceux qui voudraient prendre le temps de digérer tout ça. Vous aurez sur le… Alors, je termine juste et puis après, je réponds à la question. Vous aurez sur le dernier slide 2 liens, dont un lien qui n'est pas encore actif sur la thématique d'aujourd'hui avec un article sur le site de Majesco
assez résumé, assez condensé. Vous verrez la manière dont ces articles sont faits et le lien sur le replay du webinaire. Et je vous encourage, si vous le souhaitez, à cliquer également sur le petit gâteau que vous avez là pour analyser un peu plus en profondeur comment répartir les charges sur le site de Majesco. Il y a pas mal de choses que je mets à votre disposition. Vous pouvez aller piocher. Servez-vous, c'est fait pour. Une autre question? Le taux de marge est donc pour vous une mesure de la rentabilité. L'affaire qui a le meilleur taux de marge est donc l'affaire la plus rentable. Ouf. Alors là, la question, ça dépend ce que vous entendez par taux de marge. Ça dépend de la répartition que vous avez faite. Et pas forcément, je vais vous donner un exemple très simple. Alors, si on répond, si je suis pur financier, je dis oui. Mais c'est un piège. C'est un piège parce que parfois, il y a des affaires que l'on fait qui ne sont pas rentables, mais qui ont une autre portée. Il y a des affaires que vous allez réaliser et c'est des produits d'appel. Et si vous proposez plus ça à vos clients parce que votre taux de marge il est plus bas, quelque part, vos clients ne vous connaîtront pas sur un autre domaine. La Toyota l'a bien compris en vendant des véhicules pas chers dans les années 80 et des pièces hors de prix à l'époque. Donc, il y a bien cette notion de taux de marge. C'est un outil de décision, mais ça ne doit pas être le seul. Et puis, il y a ce que vous aimez faire. Moi, je le sais, je vais vous prendre un exemple très concret. Je sais que quand je donne des formations, honnêtement, ce n'est pas là où je gagne le mieux ma vie, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je n'ai pas que ça dans ma vie. Enfin, moi, j'aime mes élèves, j'aime donner des cours, j'aime transmettre. Oui, ce n'est pas grave. Je ne suis pas non plus payé au SMIC. Je gagne ma vie. Mon taux de marge est peut-être un peu moins important, mais je décide de le faire. Donc, il y a des décisions stratégiques qui sont derrière. Que ce soit dans le business avec un autre objectif derrière, on part un peu en diagonale, je gagne peut-être moins là-dessus, mais voilà, c'est ce qui me rapporte le reste, c'est peut-être une envie, voilà, j'ai envie de faire ça, c'est stratégique. C'est peut-être que j'ai tout simplement des ouvriers qui sont très bons dans le domaine, qui marchent peut-être moins, mais c'est là où ils sont bons. Et si je les mettais sur une autre activité plus rentable, je passerais 10 fois plus de temps et du coup, je perdrais en rentabilité. Donc, la question, je ne répondrai pas oui comme ça. Je dirais à étudier et à choisir, à décider. Ça reste très fort chez moi dans cette notion d'aborder des dirigeants, c'est que derrière, il y a une décision. Le taux de marge en fait partie. Si on parle du taux de marge, parce que le taux de marge, c'est très vaste, si on parle, on se dit, voilà, ça m'a coûté, admettons, 80, je le vends 100, mon taux de marge, il est de 20, par exemple. Le taux de marge, il y en a des centaines autrement. Voilà, écoutez, on va conclure pour ce webinaire. Merci d'avoir suivi ce webinaire. J'espère vous avoir donné quelques clés, quelques informations qui vous permettra de prendre de bonnes décisions. Et puis, n'hésitez pas à revoir, parce que c'était rapide, n'hésitez pas à revoir ce webinaire en replay si vous avez besoin pour avoir quelques infos ou à consulter l'article qui sera publié, j'espère, cet après-midi, qui vous donnera quelques informations. Si vous voulez vérifier sans attendre le diaporama, vous tapez sur Majesco, vous allez dans Actualité et vous trouverez, en cliquant sur Actualité, si j'ai eu le temps de charger la vidéo et de vous la mettre en ligne au plus tôt. Je vais essayer pour cet après-midi. Si je ne peux pas, en tout cas, d'ici fin de semaine prochaine, elle sera accessible. Voilà. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.